Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur ce plateau de KTO Magazine pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée aux dérives sectaires. On va commencer par quelques chiffres. 172 mouvements, 800 satellites. Les témoins de Jéhovah aujourd'hui dépassent en France les 100 000 fidèles. Vous savez que le phénomène sectaire fait l'objet maintenant depuis une vingtaine d'années d'un suivi très régulier des renseignements généraux. Sont-elles ces sectes le reflet des difficultés du monde actuel ? Le symptôme d'un profond malaise social, l'image d'une crise à la fois morale et civique. Les sectes disposent de moyens financiers très puissants, mis au service d'un prosélytisme particulièrement actif. Alors comment les politiques qui sont ici sur ce plateau peuvent-ils les combattre? Quels sont précisément leurs moyens d'action? C'est ce que nous verrons pendant près d'une heure, avec pour invitée Madame Catherine Picard. Bonjour Madame, vous êtes présidente de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles de l'individu victime de sectes. À vos côtés, Monsieur Georges Fenech. Bonjour Monsieur, vous êtes magistrat, homme politique, UMP, député du Rhône. Et puis le père Yvon Lemain, c'est également avec nous, prêtre chargé des croyances nouvelles pour l'archevêché de Paris. Alors, en commençant et en bâtissant cette émission, on s'est aperçu finalement que ce combat contre les sectes allait bien au-delà des querelles politiques. Et là, votre présence conjointement sur ce plateau en est un bel exemple. Absolument, puisque étant le rapporteur de la loi Abou Picard, c'est une loi qui a été donc promulguée en 2001 et qui était à l'initiative d'un sénateur Nicolas Abou et donc de moi-même pour l'Assemblée nationale à l'époque. Et le groupe de travail parlementaire que j'animais à cette époque était composé par l'ensemble des représentants des partis politiques. La loi a été votée à l'unanimité, ce qui montre qu'il peut y avoir un véritable accord lorsqu'il y a un danger, et surtout un danger pour la démocratie et les valeurs républicaines. Car il s'agit vraiment d'un danger d'après vous? Oui, les sectes sont des mouvements totalitaires, coercitifs, qui mettent en danger en ciblant sur l'abus de faiblesse, qui mettent en danger à la fois des adultes qui dans un premier temps pourraient paraître consentants, mais surtout aussi ce qui nous a amené vraiment à être plus rigoureux sur le travail législatif, c'est la protection des mineurs. Oui, parce que les enfants aujourd'hui sont enrôlés. On compte à peu près 5000 enfants qui suivent leurs parents dans des mouvements et qui subissent malheureusement des traitements qui sont indignes tout simplement en matière de respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Alors cette loi promulguée est une première en France? C'est une première, c'est la première en France et c'est la première d'ailleurs dans le monde, je crois, et tout au moins dans les États démocratiques. Et l'État belge aujourd'hui est en train de travailler en ce sens, puisqu'une proposition a été déposée la semaine dernière, je crois, qui est un peu une copie conforme de la loi Abou Picard. Ah, vous êtes ancienne députée, vous aussi, mais oui. Pourquoi avoir pris conscience finalement si tard de ce phénomène? Je pense que nous avons été en bout de chaîne de 10 ans de travail très, très consciencieux d'autres députés et d'autres partenaires associatifs. Et qu'il y a un moment, l'État se donne les moyens et le gouvernement se donne les moyens de mettre au clair le fruit de ce travail. C'est ce qui est arrivé en 2001. Au Parti socialiste, mouvement parti auquel vous appartenez, il y a une réelle volonté de pouvoir faire émerger. Écoutez, il y a eu, c'est sous le gouvernement de Jospin que la loi a été promulguée, mais le gouvernement de Juppé 95-97 est celui qui a vu la première commission d'enquête parlementaire. Donc je crois que nous ne le raisonnons pas sur ce sujet-là. Il n'y a pas de récupération politique à ce niveau-là, quoi. Non, je ne crois pas. En plus, on a une capacité à travailler, si vous voulez, totalement, vraiment dans l'intérêt du sens général. Et c'est cet intérêt général qui nous anime, et surtout, je vous dis, cette volonté de dire qu'à un moment, un État démocratique, républicain, laïque, ne peut pas laisser commettre des exactions par des mouvements qui se constituent eux-mêmes en État dans l'État. Est-ce que vous-même, vous êtes touché directement ou indirectement par ces domaines? Pas du tout. Moi, je suis arrivée parce que j'étais fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et que j'avais travaillé sur le sujet dans le cadre du respect des règles des droits des mineurs. Donc on peut être en fait distante par rapport à ce sujet-là ou Je suis une distante impliquée, mais non, oui, je crois que ce qui m'a amené, c'est ce travail sur le droit des mineurs d'une part, le fait que je reviens sur ce qui m'est cher quand même, c'est le respect des principes et le respect de la loi.
d'une part, et d'autre part, ça donne une distance en effet, et ça permet justement de relativiser et de médiatiser, d'être un bon médiateur aussi lorsqu'il y a des demandes qui sont difficiles sur lesquelles il est difficile de répondre. Alors on reviendra avec vous justement sur le contenu même de cette loi dans un instant. Avant cela, avec vous, monsieur le député, alors vous êtes membre d'un autre parti, j'imagine que vous vous retrouvez vraiment dans les propos tenus par madame? Oui, je me retrouve totalement dans ce que vient de dire Catherine Picard. Oui. Alors vous avez un côté très, très militant, je dirais, en la matière. Vous êtes à la base un magistrat, juge, vous êtes devenu homme politique. Bon, vous avez écrit des livres face aux sectes, notamment publiés aux presses universitaires de France. Vous avez, vous, instruit déjà le dossier de la scientologie, donc c'est un passé quand même très, très lourd en la matière. Difficile, j'imagine, de vous y prendre à une telle institution. Écoutez, moi j'ai rencontré le phénomène sectaire que je ne connaissais absolument pas, donc en 1989-90, par l'instruction de l'affaire d'église de Scientologie à la suite du suicide d'un jeune ingénieur sous les yeux de sa femme qui s'est défenestré. Tout ça a donné lieu à des enquêtes, à des commissions rogatoires en France, à l'étranger, puisque nous sommes dans une secte internationale, et un grand procès. Donc ma rencontre avec le phénomène sectaire, elle est d'ordre professionnel et exclusivement professionnel. Par contre, je ne reprends pas à mon compte ce que vous avez dit lorsque vous me qualifiez de militant. Moi, je ne suis pas un militant d'une cause, je ne mène pas un combat contre les sectes. D'ailleurs, on n'a pas de définition du mot de secte, il n'y a pas de définition juridique. Je suis d'ailleurs, je le dis en toute liberté, je crois que l'existence de sectes, c'est la démonstration qu'on est en démocratie, parce que chacun a le droit de penser, de se réunir, de croire en ce que l'on voudra. Mais ce qui m'importait en tant que magistrat et ce qui m'importe aujourd'hui en tant que parlementaire, ce sont les dérives sectaires. C'est-à-dire tout ce qui franchit la ligne jaune, tout ce qui est en dehors de la loi. Le reste, le fond, la croyance, tout ça ne doit pas nous concerner, ne doit pas nous intéresser, sinon d'ordre philosophique. Mais quand on est chargé, en tant que pouvoir public, d'appliquer la loi ou de faire la loi, eh bien, il faut avoir comme ligne uniquement tout ce qui est contraire à l'ordre républicain. Le reste ne doit pas nous concerner, parce qu'on est dans un pays de liberté. Donc, je ne suis pas un militant ou un combattant anti-secte. Je me considère comme responsable et comptable, autrefois au nom des justiciables, aujourd'hui devant mes électeurs, et donc du peuple français, je dirais, de faire en sorte qu'il y ait des instruments, des institutions, des associations qui soient des lieux de vigilance, d'information, de prévention contre les dérives sectaires et également de répression quand c'est nécessaire. Je suis bien d'accord, mais c'est vrai que vous recueillez des témoignages de dizaines et de dizaines de repentis. J'imagine qu'il y a quand même ce sentiment de compassion qui doit intervenir à un moment ou à un autre. C'est un sentiment de compréhension d'un phénomène, d'abord sur le terrain. Bien sûr qu'on doit avoir de la compassion vis-à-vis des victimes qui sont désocialisées, qui perdent leur famille, leur santé, leur vie. Quelquefois, il ne faut pas oublier que là, on parle de choses qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. L'ordre du temple solaire, les portes du paradis, et que sais-je encore, aux États-Unis, Waco, le métro de Tokyo, la secte Aum. Là, on a des sectes mortelles. Heureusement que ce n'est pas toujours le cas. Dans la plupart des cas, ce sont des sectes qui sont heureusement inoffensives. Mais sans aller jusque-là, quand même, les témoins de Jéhovah, par exemple, qui a priori paraissent être assez inoffensives. On a vu tout à l'heure un témoignage sur ce plateau de personnes qui nous disaient vraiment qu'ils avaient tenté de se suicider à plusieurs reprises. Donc ça peut créer vraiment des situations très complexes. C'est tout le phénomène d'appartenance à un groupe, à un groupement, avec tout ce que cela implique au niveau de, je dirais, une communion d'idées qui peut aller jusqu'à l'esprit de sacrifice quand on suit un groupe et qu'on suit un gourou. Au témoin de Jéhovah, on ne peut pas parler de gourou, mais il y a d'autres sectes où effectivement il y a le phénomène de collectivité, de transe collective qui peut amener à des gestes de désespoir
On l'a vu en France, on l'a vu en Suisse, on l'a vu au Canada, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans le monde entier en réalité. Vous voulez intervenir? Oui, non, sur le côté, je crois que c'est important ce que Georges Fenech dit, c'est le fait d'être militant. Il ne faudrait pas penser que nous sommes des croisés, parce que là, ça remettrait toute la conception sur la liberté de conscience, et la loi ne doit pas être attentatoire à la liberté de conscience, mais au nom de la liberté de conscience, on ne doit pas être attentatoire au droit. Et je crois que c'est ce qui nous anime. Et jusqu'à présent, l'association dont j'ai la présidence s'occupe des victimes. Comment les écouter, les recevoir, les guider et les confier à des psychologues, etc. Le deuxième point qui m'importe, c'est que ça n'est pas que nous ne regardons pas les contenus, les doctrines des mouvements. Parce que lorsqu'il faut instruire des procès, bien entendu, c'est ces doctrines qui vont servir à l'instruction à regarder en quoi il peut y avoir un aspect manipulatoire, en quoi il y a eu abus de faiblesse et par quels moyens ces choses-là se sont faites. Parce que il y a des sectes très visibles dont on voit bien l'aspect nuisance, il y a de l'escroquerie intellectuelle, de l'escroquerie spirituelle, puisque les gens qui se dirigent vers ces mouvements, ils vont dans une recherche. Et là, il y a vraiment une escroquerie. C'est-à-dire qu'à des vraies questions, on leur donne des réponses qui sont des réponses tout à fait j'allais dire, artificielles, virtuelles, et placées tellement loin dans l'éternité qu'on peut comprendre. Mais je crois que ça, c'est important, cette histoire de doctrine. Et à l'UNADFI, nous avons des personnes qui font un travail de fond, parce qu'il faut bien comprendre, et c'est comme ça que nous avons pu vraiment établir que ces mouvements sont vraiment des mouvements totalitaires. Quels sont ces mouvements précisément, monsieur le député disait tout à l'heure, on veille à ce que la ligne jaune ne soit pas passée. Alors précisément, la ligne jaune, c'est le délit ou l'infraction. Ouais. C'est la loi ne peut intervenir que lorsqu'il y a délit ou infraction. Mais ces mouvements, écoutez, il y a les grands mouvements, organisations internationales qui viennent d'être cités. Et puis aujourd'hui, malheureusement, il y a, parce que c'est l'ère du temps, parce qu'il n'y a pas d'offre sans demande et qu'il n'y a pas d'offre non plus sans un besoin, il y a tous ces groupes qui, sur des thématiques de la santé, sur des thématiques du développement personnel, sur des thématiques de la psychothérapie, alors tout ça en pseudo-médecine, sont des groupes qui se livrent quasiment à l'exercice illégal de la médecine et qui amènent les gens à décéder. Parce qu'il y a rupture avec les soins dits classiques, scientifiquement éprouvés, et que nous défendons quand même un nombre de victimes, dont des enfants de 16 mois qui sont décédés de malnutrition, dont des jeunes qui vont au suicide assez rapidement. Et également donc des groupes qui sont aux confins du spirituel et les risques évidents de toute une population de tomber en fait dans cette vague religiosité ambiante qu'on a du mal à définir. Oui, alors moi je pense qu'elle n'est pas vague, cette religiosité, qu'on peut la définir, c'est-à-dire que derrière, si on parle de philosophie un peu, derrière toute une nébuleuse très multiple à la surface, est en train de se développer une culture de fond qui a à peu près les mêmes ingrédients, mais avec des dosages différents. Alors c'est sûr qu'à l'intérieur, ils le disent eux-mêmes, à l'intérieur de ce courant-là, il y a vraiment à boire et à manger. Et quelqu'un qui est un des spécialistes et qui en fait partie, qui s'appelle Spangler, a bien expliqué qu'il y avait 4 niveaux là-dedans. Il y a le niveau marketing, ça sert à faire vendre des produits. Il paraît qu'aux États-Unis, la majorité de la pub est basée sur des thèmes New Age, par exemple. Vous avez le deuxième niveau, alors c'est les gens qui veulent se distraire, s'amuser, voler dans l'astral, quitter leur corps, entrer en contact avec des défunts, etc. Donc ça non plus, lui, il le considère comme pas sérieux. Et alors les 2 derniers niveaux qu'il distingue, qu'il estime sérieux, c'est vouloir changer le monde. Alors bon, il faut voir comment. Et un niveau qu'il appelle, lui, proprement mystique. Donc c'est un monde extrêmement complexe à tout point de vue, dans lequel il y a plein de problèmes. Et comme c'est un monde qui insiste beaucoup sur le thérapeutique, et que les gens maintenant, c'est normal, sont en quête de mieux-être, ça marche très très bien. Mais alors, quelle est la compétence des thérapeutes, etc. Alors ça, c'est tout un monde. Hein. Et comme c'est dans l'air du temps, donc, et parfois même aux confins du réel, c'est très difficile à identifier en fait. C'est assez difficile à identifier, mais petit à petit quand même, là, je pense qu'on peut y arriver quand même, maintenant. Oui. Au début, on n'y prêtait pas beaucoup attention. Hein. Et maintenant, il y a quand même des gens qui se penchent là-dessus de façon sérieuse, quoi.
Alors pour y arriver, j'imagine qu'il faut pénétrer dans ces mondes-là. Hein. Vous avez découvert vraiment toutes les arcanes d'un monde très, très secret avec ses codes, son langage, ses rites. Vous êtes tombé de haut en fait en le découvrant? Oui, j'ai découvert un vrai monde parallèle, si j'ose dire, et avec ses règles, avec ses codes, avec ses langages, avec ses méthodes, avec ses règles de vie. On peut parler d'une forme de totalitarisme, je reprends à mon compte ce mot de Catherine Picard. Et j'avais même découvert des choses tellement extraordinaires que j'avais du mal à l'époque à en discuter avec mon interlocuteur qui était le procureur de la République et qui me regardait, mais toujours avec beaucoup d'étonnement, quand je lui parlais de contrats de 1 milliard d'années, quand je lui parlais d'électromètres, de vie antérieure, du free wind sur lequel les scientologues partent en croisière avec des méthodes extrêmement coercitives et possédant une véritable armée avec des galons, avec des grades, avec des ordres, avec l'office spécial à faire, avec tout ce que ça comporte de vie totalitaire, hiérarchisée, de puissance financière. On est en pleine science-fiction. Et effectivement, Ron Hubbard, qui était l'auteur, l'inventeur de l'Église de Scientologie, a d'abord été un grand auteur à succès, de best-seller, de livres à science-fiction. Et il a été tellement fort, tellement performant, tellement persuasif qu'il a réussi à faire passer dans les faits la vision d'un monde totalement élitiste, totalitaire et dangereux pour les libertés. Voyez-vous. Donc il y a des gens qui se font avoir. Il y a des gens qui se font avoir et qui se font happer par la promesse de capacités physiques extraordinaires avec des classements d'opérationnels tétans de 1 jusqu'à 27 pour Ron Hubbard, capacité de se réincarner, de comprendre que nous venons d'une guerre galactique avec des tétans congelés qui se décongèlent le jour où on a effectivement la révélation. Tout ça pour aboutir à une espèce d'éternité, d'invulnérabilité. Vous pensez bien que sur des esprits fragiles, ça peut prendre. Et au départ, ça n'est pas dit comme ça, moi je vous le dis brutalement, ouais. Mais il faut dépenser beaucoup d'argent pour arriver à cette révélation, des dizaines de milliers de dollars. Parce qu'au départ, c'est l'appât, c'est le piège, c'est un petit test de personnalité qu'on vous propose dans la rue. Oh là là, mais vous n'allez pas très bien. Avec 100 €, on va régler votre problème, etc., etc. Et puis on se rend compte qu'au bout d'un certain temps, la personne, il laisse tous ses biens. Et c'est normal que les pouvoirs publics, que les juges, que les législateurs, que les associations, que les grandes institutions, les grandes religions s'en préoccupent parce qu'on est dans un supermarché du religieux qui, sous le couvert d'un masque religieux, en réalité se profile un énorme marché commercial de vente de tout ce que vous voudrez, de produits dérivés, comme on pourrait dire. Et là, il y a une formidable tromperie et c'est à nous à démasquer ça, à faire comprendre les pièges et à intervenir. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait Georges Fenech au départ, c'est-à-dire que ce qu'on découvre à l'intérieur des groupes est tellement incroyable que nous on est un petit peu comme ça vis-à-vis de notre autorité dans l'Église. À Croyance Nouvelle, on a pas mal de téléphones et de rencontres concernant des groupes chrétiens ou pseudo-chrétiens. Donc on sait qu'il y a des problèmes aussi dans des groupes internes à l'Église, que l'Église, après avoir peut-être un peu tergiversé, est en train de réagir, puisque le cardinal de Lyon vient de supprimer une congrégation religieuse qui était quand même couverte par l'Église depuis 20 ans. Mais je me dis quelquefois que nous, on est un petit peu dans la même situation que Georges Fenech vis-à-vis de son procureur, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires aux évêques qui sont tellement fabuleuses et invraisemblables que c'est pas évident d'y adhérer comme ça et de les croire. Crédible par rapport à ces personnes-là. Oui, enfin, c'est tellement incroyable ce qui peut se passer que voilà quoi. On comprend que quelquefois ils se disent mais il va pas bien lui de nous raconter ça.
On parlait tout à l'heure des auteurs à succès. Est-ce que vous voyez, par exemple, derrière l'auteur, par exemple, de Da Vinci Code, puisque on en parle beaucoup aujourd'hui dans la religion catholique, une potentialité justement à manipuler un peu les esprits de cette même façon? Ah ben certainement qu'à travers le Da Vinci Code, il y a du mystère, il y a de l'ésotérique, il y a tous les ingrédients qui plaisent actuellement, mais qui sont un peu du deuxième niveau dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du niveau de l'amusement. Ça ne conduit pas à une authentique démarche spirituelle de quel ordre qu'elle soit. Il n'y a pas que la démarche chrétienne. C'est une opération de marketing sur un mauvais roman. Oui, mais alors il a bien choisi, il a bien ciblé son affaire, et ça c'est sûr. Alors il faut ajouter tout de suite que quand même, il y a plusieurs personnes qui sont devenues d'authentiques lamas tibétains après avoir lu des livres de Lobsang Rampa qui sont en fait écrits par un londonien qui prétend être un lama, mais qui n'a rien d'un lama, qui est allé donc à la bibliothèque asiatique de Londres, ou dans une bibliothèque de Londres où il a lu régulièrement une revue asiatique, et à partir de quoi il a construit des romans. Donc ces gens, ils ont lu des choses qui sont, aux yeux des vrais lamas, de la science-fiction, comme on disait, mais ça les a quand même amenés à aller trouver un vrai lama, ça leur a un peu ouvert l'esprit, et ils sont devenus authentiques. Mais quand même, Da Vinci Code, c'est quand même... Vous tombez, vous, beaucoup sur des témoignages de personnes qui ont été sensibilisées précisément par un ouvrage avant de tomber véritablement dans une secte et de succomber, en fait, à ces... Enfin, bon, les victimes qui sont reçues dans les ADFI, dans les 26 ADFI en province, sont des gens qui ont payé quand même un lourd tribut au mouvement sectaire du même type que le témoignage que vous avez eu précédemment. Donc, sur un parcours de 10 ans, de 15 ans, l'origine est confuse. Donc, il n'y a pas d'effet mécanique, à mon avis, de la lecture d'une fiction. Et heureusement, il y a encore la capacité des uns et des autres à comprendre la différence entre la fiction, le roman, même s'il est mauvais, et la réalité. Donc je crois que c'est, par contre, ce qui est plus subtil, c'est l'imprégnation, et le mot a été prononcé, par des techniques New Age, l'imprégnation par tout ce qui concerne l'ésotérisme, qui peuvent être des centres d'intérêt intellectuel et philosophique, mais ça n'est pas pour autant qu'ils autorisent à créer de la dépendance d'individus. Hein. Je crois que c'est là où l'acte de prévention, il n'est pas dans notre esprit de dire qu'il faut repousser ces choses-là. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu des librairies ésotériques, il y a toujours eu un intérêt pour la chose templière et autres. Ça n'est pas pour autant qu'on finit par le massacre de l'OTS. Donc je crois que l'aspect de prévention doit être présent. Quelles sont aujourd'hui les armes véritablement de l'État républicain par rapport à ces sectes? On a fait un parcours extraordinaire depuis une vingtaine d'années. Effectivement, depuis le rapport de Alain Vivien de 1985, vous avez raison, ça fait une vingtaine d'années. On a vu, sous tous les gouvernements successifs d'ailleurs, créer des structures. Il y a eu l'Observatoire interministériel des sectes, qui ensuite est devenu la mission interministérielle de lutte contre les sectes, et qui aujourd'hui est la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires, pour un peu recentrer le débat, si vous voulez. Hein. On lutte contre les dérives sectaires. Donc il y a d'abord cette vigilance interministérielle des pouvoirs publics. Il y a eu aussi l'importance du travail législatif qui a été fait, la loi Abou-Picard, qui est vraiment une exception mondiale, effectivement. Il faut voir les Américains aux États-Unis, notamment, comme on est mal vu vis-à-vis des Américains. Bon, il y a ce travail législatif plus récent encore, puisqu'on a incriminé, par exemple, l'année dernière, le clonage revendiqué par le groupe Raël. Et on l'a incriminé comme étant un crime contre l'espèce humaine, puni de 30 ans de réclusion criminelle. On a légiféré, vous citiez tout à l'heure les psychothérapies, on a légiféré sur la profession, entre guillemets, de psychothérapeute, de façon à éviter les abus et les escroqueries. Hein. Donc, vous voyez que le législateur s'en préoccupe. Et puis, il y a un travail qui est fait au sein de chaque ministère. Chaque ministère a ses cellules de vigilance, a ses spécialistes. Dans chaque département, vous voyez le chemin qu'on a fait depuis 20 ans, dans chaque département, il y a une cellule de vigilance auprès des préfectures. Il y a au sein de la justice, au sein de chaque parquet général, dans chaque cour d'appel, un magistrat spécialisé
qui coordonne l'action de tous les services et des associations. Il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui, mais de manière toujours évidemment respectueuse des libertés individuelles. Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, il s'agit d'une information et essentiellement d'une prévention. Et puis la loi dont vous êtes à l'origine permet, elle est en application aujourd'hui, il y a une quinzaine de procédures en cours, d'incriminer l'abus de faiblesse, la suggestion mentale avec des procédés, avec des techniques qui s'apparentent à un lavage de cerveau, ce qui fait que la personne devient dépendante et va commettre des actes qui lui sont contraires à ses propres intérêts. Ça, c'est un texte tout à fait novateur, tout à fait important, et dans ce texte que vous avez voté également, il est prévu, mais elle en parlerait beaucoup mieux que moi, puisqu'elle est à l'origine. Donc je parle sous son contrôle, je parle de mémoire. J'aime bien entendre parler, ça flatte mon ego. Voilà, c'est facile. Il est prévu aussi la possibilité de dissoudre les mouvements sectaires dangereux au bout de la deuxième condamnation. C'est là où on commence à avoir un problème. C'est que sur le principe, on est parti sur l'idée de Nicolas About au Sénat, c'était la dissolution. Après, le texte a évolué, ce qui est le rôle à la fois des allers-retours des deux assemblées et du travail parlementaire. Mais là où nous rencontrons un problème, c'est que la dissolution, elle peut arriver sur des structures qui sont connues, même de type associatif ou autre, comme les mouvements sectaires étaient structurés et le sont encore jusqu'à maintenant. Là où on va avoir, et il va falloir faire évoluer le texte, certainement, c'est sur ces espèces de myriades de groupes où, en fin de compte, on est avec un pseudo-thérapeute, mais des vrais patients qui subissent son emprise, mais qui n'a pas de structure. Et là, je crois que ce nombre de victimes-là est en train de grandir. Et on va être c'est un peu les limites, mais nous savons bien, et je crois que c'est aussi la vie, le code pénal se réforme à peu près tous les 5 ans, c'est aussi l'évolution du texte, parce que les mouvements sectaires sont de plein pied avec la vie de la société, ils évoluent, et peut-être que dans 10 ans, il y a des champs qu'ils laisseront entièrement tomber. Pour l'instant, sur le domaine de la santé, alors on fait un gros travail avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé, on fait un gros travail, mais il y a de l'amélioration du texte, parce qu'on va se trouver devant, j'allais dire, des personnes, et c'est très difficilement, c'est plus difficilement qualifiable en termes de secte. Parce que si je comprends bien, donc il y a des grosses institutions qu'on a... Elles continuent leur petit business. Voilà. Ça, c'est pas un problème. Leur gros business. Mais qui sont quand même... Alors nous, on évite de dire certains mots parce qu'on a tellement de procès en diffamation qu'on est très prudent sur les qualificatifs. En même temps, on est presque immunisés maintenant. Oui, absolument. Mais elles continuent, leur gros business. Et il y a ces groupes avec tel ou tel. Et permettez-moi, simplement pour conclure, ces grosses associations ont 50 ans d'existence, elles ont formé leur cadre. Et le travail qui est fait de recherche à l'UNADFI prouve que les thérapeutes, entre guillemets, les plus importants que l'on connaisse aujourd'hui sont tous passés par un des grands mouvements sectaires. Donc les cadres sont sortis des structures classiques pour fonder leurs propres officines. Alors justement, puisque vous parlez de ça, tous les deux, les psychothérapeutes, il faut bien faire le distinguo entre les psychothérapeutes d'un côté et puis les psychologues, les psychanalystes, tout ça, qui ont fait des études et qui sont reconnus comme tels. Les psychiatres. Et puis il y a les psychothérapeutes, chacun peut s'installer avec une plaque. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà 5 ans d'exercice professionnel, ils peuvent continuer avec un contrôle par l'administration. Autrement, maintenant, il faut une déclaration en préfecture, il y a un contrôle qui est fait. Et c'était normal, parce que c'est là que finalement le piège pouvait se refermer le plus facilement. Là, et j'ajoute aussi dans le milieu de la formation professionnelle. Ça, c'est vraiment le moyen de tendre des pièges sous le couvert de développement personnel, d'acquisition de connaissances, de communication. Il y a des grandes entreprises, y compris l'État aussi, qui se sont fait avoir, qui ont envoyé leurs cadres dans des centres de formation professionnelle qui, à un certain moment, commencent à distiller des préceptes de Ron Hubbard à la surprise générale. Et c'est un très vaste marché. C'est comme la psychothérapie, la formation professionnelle. Je vous rappelle que c'est 1% de la masse salariale. On est sur des sommes colossales et il n'y a pas vraiment de contrôle. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai soumis récemment à l'Assemblée nationale
en accord d'ailleurs avec un de mes collègues, Philippe Vuille, qui est président du groupe d'études sur les sectes et qui appartient au Parti socialiste, nous avons demandé une commission d'enquête pour la formation professionnelle et les sectes, savoir quels sont les liens réels. Hein. Nous attendons, j'espère, prochainement que cette commission d'enquête puisse se mettre en place. Alors maintenant, il y a moins de psychothérapeutes, mais il y a plus de coachs. Le coaching est vraiment à la mode. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déviance à ce niveau-là également ? Oui, il peut y avoir un risque. C'est une surveillance qu'il faut conserver à l'esprit, mais l'essentiel, c'est d'abord que nous ayons des professions qui soient réglementées et qui permettent, lorsqu'une personne arrive chez un psychothérapeute, de savoir qu'elle est effectivement un psychothérapeute et non pas un charlatan. Hein, on parlait de la santé. La santé, c'est pareil. Il y a des médecins, on dit qu'il y a 2000 médecins en France qui appartiendraient à un mouvement sectaire. C'est extrêmement inquiétant. Inquiétant parce que la personne qui a confiance en son médecin, elle voit une plaque de médecin, elle y va. Et puis on va la traiter, on va traiter son cancer ou son sida par un jeûne ou des méthodes totalement homéopathiques, si vous voulez, et la personne va décéder. Il y a des procédures en cours, il y a des instructions, il y a eu des médecins qui ont été condamnés. Donc il faut vraiment qu'on ait une transparence quand on a affaire à des professions qui sont au contact du public. Et puis évidemment, moi, ce qui me préoccupe depuis toujours, c'est le problème des mineurs, on l'a évoqué tout à l'heure, des enfants qui vivent dans des communautés. Là aussi, le législateur est intervenu en 98 et en 99, de façon à permettre un contrôle sanitaire et du niveau de l'éducation nationale de ces enfants qui vivent en communauté, qui ne sont pas scolarisés. Ceux qui disparaissent. Et ceux qui disparaissent, on a vu des cas extrêmement douloureux, hein, le petit enfant qui est mort de rachitisme à 19 qui mois. Disparaissent physiquement, mais qui disparaissent du territoire français aussi, Ou parce qu'ils sont emmenés dans des ashrams aux Indes par leurs parents. C'est des gamins qu'on ne reverra jamais, dont on ne sait pas quel sort leur est désigné. Il s'agit d'un vrai phénomène, ce ne sont pas des cas isolés, simplement. On ne va pas non plus, je crois que l'intérêt du sujet, c'est qu'il ne faut pas dramatiser, mais il ne faut pas banaliser non plus. Donc on ne peut pas ne pas être attentif au fait que ça existe. Les non-déclarations à l'état civil, c'est absolument incroyable, puisque des mouvements sectaires obligent les uns et les autres à se marier de manière totalement arbitraire, voire à procréer, voire même à procréer, et à céder son enfant, qui a un gourou, qui a une autre famille. Donc on est dans un flou artistique du suivi dans ce pays, pour un nombre de cas certes limité, mais qui ne peut pas, nous interroger, qui est j'allais dire, pour nous, c'est une pierre de plus dans notre jardin, pour dire que ces mouvements sont toujours totalement hors la loi. Alors pour contrecarrer un peu ce fléau, il y a eu tout ce maillage à la fois associatif, mais également politique qui a été mis en place au niveau local, régional, international, même visiblement. L'Église, elle aussi, mon père, a réagi fortement. C'est-à-dire que tous les textes officiels, et il n'y en a pas beaucoup, qui viennent du Vatican, ont leur petit couplet sur les groupes douteux, dont la philosophie n'est pas très claire, dont le fonctionnement n'est pas très clair, plutôt ils disent. Et alors, ce qui s'est passé historiquement, c'est que quand on a commencé à parler des sectes, on s'est dit secte, religion, donc les églises, les prêtres. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait comme ça, de type religieux, et où on s'est adressé à des prêtres. Et puis ensuite on s'est dit, mais religieux, il y a les sociologues religieux aussi, alors on va demander aux sociologues. Puis finalement on s'aperçoit que ce n'est pas un problème religieux d'abord, c'est un problème psychologique. De manipulation des esprits des gens. Donc, moi, je suis très content, et je pense que je peux le dire aussi, les gens de l'équipe nationale et les gens qui font le même travail que moi dans l'Église, que toutes ces choses soient maintenant prises en charge par des organismes laïques. Alors, nous, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir notre rôle à la fois à ce niveau-là, parce que les gens s'adressent où ils peuvent, mais aussi, quelquefois, on peut discuter proprement philosophie, religion, et aboutir aussi à ébranler les convictions de quelqu'un qui, au moins, va entrer dans un groupe. Faire sortir quelqu'un d'un groupe, alors ça, c'est difficile. Mais quand on arrive à rencontrer quelqu'un qui dit « moi, je suis tenté d'aller là », etc., on peut argumenter aussi
par l'authenticité du religieux proposé ou non. Alors, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui va dans un groupe authentiquement hindou, bien traditionnel et tout, surtout tu vas pas, reste donc chez nous les catholiques, hein, c'est pas ça. Mais c'est de l'aider à choisir, s'il veut être hindou, un bon groupe hindou à tout le moins, quoi. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas finalement laisser les gens agir par eux-mêmes et tenter leur expérience avant précisément de pouvoir leur permettre de discerner réellement leur âme et conscience? Bah maintenant, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça se passe, hein. Alors, les gens font tout un tas d'expériences, mais quelquefois, ça peut être long. Par exemple, moi, je connais une personne, elle a fait tout un circuit, et à 61 ans, elle revient à une religion plus traditionnelle et plus solide. Il y a quelquefois aussi, après tout ce passage un peu partout, le besoin de retrouver quelque chose d'un peu solide. J'ai été très étonné l'autre jour. 2 jeunes sont venus me trouver pour leur préparation au mariage, et ils m'ont dit, vous savez pourquoi on vient trouver un prêtre catholique? C'est parce qu'on a fait le tour d'un peu toutes les religions, et on s'est aperçu que c'était chez les catholiques que les prêtres avaient la formation la plus longue. Donc on s'est dit, c'est plus sûr, on va là. Donc, il y a aussi une agence de formation. non, mais il y a aussi dans cette espèce de flou actuel où il y a tout et n'importe quoi, tout d'un coup des sursauts de gens qui disent, mais oui, au fait, voilà. Oui, faire ces expériences, j'allais dire, on ne va pas laisser monter quelqu'un ivre en voiture pour savoir que s'il va faire son expérience de conduire sous un taux d'alcoolémie très très fort. Donc ça a quand même, l'exercice a ses limites. Il y a quand même la notion de la responsabilité à la fois collective et puis à apprendre. Et je crois que c'est dangereux parce que, bon, premièrement, tous les groupes ne sont pas des groupes qui ont pris leur patouille dogmatique dans le bloc des religions, hein, puisqu'il y en a d'autres qui font ça chez les extraterrestres, donc c'est autre chose, les groupes ufologiques par exemple. Mais je crois qu'il est faire son expérience a quand même un danger parce qu'il y a aussi le fait de ne pas ressortir de l'expérience ou de ne pas en ressortir indemne. Donc je pense que chacun à la place et en fonction des interlocuteurs que nous pouvons avoir, nous devons mettre en garde les gens en leur disant mais attention, quand on va chez tel psychothérapeute qui vous propose des passes magnétiques avec imposition des mains, à partir du moment où ça comme le public est particulièrement féminin, voire féminin très jeune, mineur, on sent quand même, il n'y a pas besoin quand même d'être très illuminé pour penser qu'il peut y avoir une dérive qui va aller vers un abus sexuel, hein. On a des victimes qui se sont fait abuser sexuellement par des guérisseurs à la petite semaine, qui sont des véritables charlatans, sans oser rien dire, parce que l'influence de la personne était telle, la culpabilité, les menaces, tout ce système donc coercitif dont Georges Fenech aussi relatait tout à l'heure, est très très prend. Donc faire son expérience est dangereux. D'où l'intérêt de faire chacun à nos places respectives un gros travail de prévention et de mise en garde. Oui, la loi est plus axée sur le préventif ou sur le répressif et le curatif, je dirais presque. Le répressif, c'est quand le préventif a échoué. Oui. Voilà, c'est vrai dans tous les domaines, à la santé. Et là, on touche aussi à la santé mentale. Donc, le répressif, c'est quand le préventif a échoué. Et je crois qu'il faut qu'on mette l'accent sur l'information, la sensibilisation au niveau de l'éducation nationale, au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Santé, enfin, tous les ministères, la justice, l'intérieur, tous les ministères concernés. Hein. Ce d'autant plus qu'on a affaire à des groupements qui sont très forts en termes d'image, de marketing. Ils utilisent des vedettes internationales comme figure de proue. Et vous savez, les jeunes, quand ils voient Madonna, et Madonna, bon, on sait que maintenant il y a des problèmes de kabbalistique, de satanisme, je ne sais quoi. Bon. Ils ont tendance, ils voient Tom Cruise, qui appartient à l'Église Scientologie, ils voient John Travolta, qui sont pour eux des exemples de réussite et tout. Donc, il faut bien voir que nous sommes un peu démunis par rapport à ces méthodes-là. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse de l'information en disant ne vous laissez pas leurrer parce qu'on vous présente comme des exemples pour la jeunesse, parce qu'en réalité, ce n'est pas un modèle de vie qui va vous convenir et vous en ferez l'expérience et peut-être trop tardivement pour en revenir un jour et être capable de se réinsérer dans le tissu social. Ça aussi, c'est de notre responsabilité, nous tous, aussi bien dans le domaine de l'intellectualisme, je dirais, que dans les faits, dans la société. Il faut ensuite réinsérer la personne, lui redonner
ne serait-ce qu'un numéro de sécurité sociale qu'elle a perdu, la santé, le travail, la famille, et ça c'est un enjeu essentiel pour ces milliers, on dit à peu près 300 000 Français qui sont touchés par ce phénomène sectaire. On parle de choses sérieuses, concrètes, c'est pas uniquement de la science-fiction, ce sont des victimes qui deviennent des errants dans une société où ils ont perdu tous leurs repères. Et c'est à nous à les faire retrouver, ces repères. Alors précisément, alors on a eu un témoignage ici sur ce plateau très très fort d'une personne qui avait tout perdu et qui aujourd'hui fiche à la Banque de France. Cette personne fait partie de votre association aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour cette personne ? L'association, déjà, a ce rôle un peu d'écoute et de repérage. L'association dont on voit les coordonnées ici. Donc, qui est un rôle vraiment de travail social, mais elle a surtout, parce que même si elle est dirigée par des bénévoles, elle a surtout cette capacité à donner aux travailleurs sociaux correspondants vraiment les cas et les dossiers pour les suivre et surtout les suivre elles-mêmes pour que les personnes sont extrêmement déstructurées, fatiguées, souvent dans un état de santé qui est, bon, pour beaucoup de l'ordre de la dépression. Donc ça, c'est le rôle. Mais nous ne le faisons pas seuls. Nous allons mettre en place avec le ministère des Affaires sociales justement des formations rapides pour les bénévoles des ADFI pour leur montrer tous les circuits au regard des nouvelles lois de décentralisation, tous les circuits qui ont un peu évolué en matière de travail social pour que sur le terrain, ils puissent aller au plus rapide possible pour trouver des solutions. Et il est vrai que vous avez par exemple des gens qui ont 54, 55 ans, qui n'ont pas travaillé parce qu'ils ont travaillé ce qu'on appelle du travail déguisé, tout simplement dans le code du travail, depuis l'âge de 20 ans dans un mouvement sectaire, et que lorsqu'ils sortent, s'ils arrivent à en sortir, ou même s'ils la secte, par exemple chez Moon, va les foutre dehors, parce qu'à 55 ans, ils vont plus être productifs. Ça n'est pas que dans les sectes que l'on pratique cette chose-là, mais enfin... Là, on va être d'accord. On a des points de désaccord, mais ça fait rien, on s'aime bien quand même. Mais au-delà, sur ça, on voit bien que des gens qui à 55 ans, la secte les a complètement épongés, va les remettre dehors, et des gens de 54 ans redeviennent à charge de leurs parents, livrés eux-mêmes. Qui voient. Donc on a un travail avec les notaires, avec l'ordre des notaires, pour la protection des biens des parents, parce que derrière tout ça, il y a de l'exploitation financière, c'est-à-dire les enfants. On remonte, et vous imaginez que ce sont des axes de travail extrêmement divers, et que s'il n'y avait pas l'appui des pouvoirs publics pour le faire, ou de secteurs professionnels tout à fait conscients de ces problématiques, et c'est à nous aussi de leur faire prendre conscience, soit par le biais du travail parlementaire, parce qu'une commission d'enquête parlementaire, c'est important, parce que c'est 4 mois de travail, c'est des auditions. Donc quand vous auditionnez l'ordre des notaires, par exemple, pour lui expliquer certaines choses, inévitablement, ça redescend. Il y a une prise de conscience. Et puis même, éventuellement, surtout, bon, toute la médiatisation sérieuse qui est faite autour de ce sujet. Voilà les cas particuliers auxquels nous sommes confrontés, avec un travail qui, des fois, dépasse largement les capacités des bénévoles. Vous avez le sentiment d'avoir vraiment les moyens pour votre action aujourd'hui, à la fois financiers, humains Écoutez, je ne vais parler que des ADFI. La première a 30 ans d'existence. Nous avons à l'UNADFI 30 ans d'archives. Nous sommes partenaires par convention avec l'ensemble des ministères et on a un véritable travail de partenariat. Là, par exemple, je sais que la personne responsable du secteur santé de la mission auprès du Premier ministre vient travailler à l'UNADFI sur les sectes guérisseuses. Le ministère des Affaires sociales est venu récupérer toutes les archives de procès que nous avions où des mineurs étaient impliqués. Parce qu'il y a un moment, on a une base de données juridique qui remonte tous les procès. Donc, je ne vais pas pleurer et dire qu'il me faudrait encore plus de moyens. Ce n'est pas le lieu, je ne crois pas que ça soit utile de le faire. La défense des dossiers de subvention, c'est un vrai travail d'arrache-pied qu'il faut faire. Mais ce qu'il ne faut pas perdre, c'est qu'il ne faut pas que le pouvoir politique lâche la volonté de le faire. À partir de là, après, c'est notre travail. Vous percevez le risque ?
Si vous dites ça, c'est Moi, je ne sais pas si c'est ma formation politique, mais les acquis sociaux, c'est quelque chose sur lequel il faut toujours tenir. Ça n'est jamais acquis, comme son nom l'indique. Donc, je ne ferai pas de polémique à dire qu'il y a un risque. Je dis que nous devons, et c'est pour ça que le travail que nous avons ensemble est extrêmement, et dans une totale franchise, est extrêmement important, parce que quand nous, on sent un problème, on en parle avec Philippe Vuilc et Georges Fenech, et puis d'autres parlementaires impliqués, et on essaie de dire attention, au Parlement, la majorité a changé, c'est pas pour autant qu'on n'a pas des sonnettes d'alarme à tirer. Donc un acquis n'est jamais acquis, il faut toujours vérifier, et il y a vraiment un intérêt à ce que la puissance publique ne lâche pas. Il ne faut pas baisser la vigilance. Il ne faut pas baisser la vigilance. On a eu le sentiment récemment qu'il y avait on baissait un peu la garde. On est remonté au créneau, on est allé voir les administrations, on est allé voir les ministres pour dire qu'est-ce qui se passe. On y est allé. Quel ministre, en l'occurrence? Je ne vais pas vous les citer. Et on a obtenu gain de cause. Et nous sommes allés, toutes tendances confondues, disant là, il y a un problème. On a une force. Il y a un problème, il y a une baisse de vigilance. Bon. Donc, il faut considérer, effectivement, que rien n'est acquis définitivement et que quand on est dans une période où il ne se passe pas grand-chose de spectaculaire, on a le sentiment que le problème a disparu, mais il est toujours bien là. Et puis, c'est là un matin, un réveil brutal avec un suicide collectif ou des choses comme ça. Donc, il faut qu'on s'inscrive dans la durée, dans la vigilance permanente. Ouais. C'est vrai que les juges se trouvent souvent désarmés face au terrorisme. On a eu le juge Thiel ou le juge Bruguière, on les a entendus dans ce domaine. Ils se sentent un peu seuls. Cette idée de solitude revient de façon récurrente dans la conversation. Est-ce que vous pensez qu'ils le sont aussi précisément face à ce nouveau fléau que constituent les sectes? On est face à des structures très organisées, très hiérarchisées, qui ont des moyens. Donc, au départ, quand on se retrouve dans une instruction, comme ça m'est arrivé, un peu franc-tireur, on se retrouve face à une espèce je dirais, d'être hybride, absolument invisible et qui est présent partout. Lorsque j'ai commencé, y compris dans le milieu de la justice, mes instructions à l'époque, j'avais mon fax qui tournait en continu et en permanence pendant un mois, avec des messages sur les mêmes formules qui me parvenaient d'Australie, des États-Unis, d'Afrique, d'Europe. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait une organisation internationale d'une puissance extraordinaire. Moi, je ne connais pas un parti politique qui puisse le faire. Donc, on s'est dit, là, on est vraiment David contre Goliath. Et puis, finalement, quand vous avez le droit avec vous, la loi et les pouvoirs pour le faire, et la volonté, on y arrive. Donc, on a tracé à ce moment-là un chemin, je crois, qui a porté ses fruits. C'est-à-dire que moi, l'expérience que j'ai, c'est qu'ayant travaillé à l'ADFI au début et maintenant, il y a une grande différence. C'est-à-dire que quand on accueille quelqu'un, et on a vraiment des lieux où on peut le renvoyer et où on pense qu'il sera véritablement aidé. Parce qu'on sait très bien que s'il y a des histoires juridiques, nous, on n'a absolument pas les moyens de soutenir quelqu'un, par exemple. On n'a pas d'avocat, on n'a rien. Alors, donc on les envoie vers des associations. Et maintenant, autant avant, c'était quand même un peu, alors pour le coup, le pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on était un peu démunis, et puis on se disait, d'accord, on accompagne les gens, mais après, qu'est-ce qu'on fait Et maintenant, on sait quand même, enfin moi je vis ça comme ça, ces gens-là, ils vont quand même trouver un véritable soutien maintenant, en dehors de nous tout seuls, bien peu capables, D'où le rôle très important des associations. L'associatif, le tissu associatif est indispensable. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit effectivement aidé par les pouvoirs publics. Ils sont la mémoire vivante, ils reçoivent les gens, ils ont un rôle, vraiment un rôle, je dirais, un rôle public, on peut dire. Vous avez vraiment un rôle irremplaçable. Mais on voit bien aussi qu'il y a une évolution plutôt positive. Quand un ministère vous propose de prendre en charge des formations pour vos bénévoles, on sent bien que l'on est dans une progression. Moi, mon souci, parce que professionnellement, parce qu'aussi, je pense que la formation aussi des bénévoles, il ne s'agit pas d'en faire des professionnels. Ça n'est pas leur fonction, ça n'est pas leur mission, et ce n'est pas pour ça qu'ils se sont inscrits dans cette démarche associative. Mais il faut quand même leur donner les outils de l'appréciation des situations, ce qui vient d'être
être dit, et surtout aller au plus vite dans des situations qui des fois sont extrêmement compliquées. Mais elles sont... Après, on va avoir les limites. Bon, moi, par ailleurs, je suis conseillère régionale, je connais assez bien mon territoire. La Haute-Normandie. La Haute-Normandie, et particulièrement le département de l'Eure. Quand il y a 10 places de foyers d'urgence de réception, qu'est-ce que le fait de sortir, d'être un sortant de secte va être prioritaire par rapport à une jeune maman ou par rapport... Donc, après, si vous voulez, on va retomber dans la vie et la gestion de la vie. Mais ça s'apprend aussi. Cette évaluation-là, il faut le savoir, il faut l'apprendre, et il ne faut pas surtout donner aux bénévoles l'impression que, ils sont sur un seul combat, et que deux, ils sont pas suivis. Ouais. Vrai, par rapport à votre introduction qui m'a bien intéressé, je dirais moi un peu en forme de conclusion en ce qui me concerne, que ce phénomène sectaire est en même temps un épiphénomène d'une société, vous l'avez dit en introduction, qui montre bien qu'il y a une crise des valeurs, une crise des grandes religions, une crise sociale. Un manque de repères. Un manque de repères. Donc je crois que ce n'est pas en luttant contre le mal, uniquement contre le mal, qu'on se débarrassera du mal. Je crois qu'il faut aussi s'interroger sur les causes de ce mal et que nous ayons cet effort de réflexion à tous les niveaux, au niveau de l'éducation des enfants, des parents, des personnes en difficulté, des chômeurs. Il faut qu'on soit très vigilant. Parce que quand on tombe dans le phénomène sectaire, c'est qu'on ne croit plus au tissu social, à la solidarité sociale, vous comprenez ? Et c'est cette solitude qui amène à tout à coup un groupe accueillant, souriant, qui vous apporte des réponses vraiment toutes prêtes à votre problème. Vous avez un problème de cancer, mais nous, on va vous le régler dans 15 jours. Vous avez un problème sentimental, mais on va vous trouver un nouveau conjoint. Vous avez des réponses immédiates. Et on sait très bien que la quête du bonheur, ça n'est jamais des réponses immédiates, c'est un cheminement, un parcours personnel. Et en matière de religion, c'est ça, c'est un cheminement et un parcours personnel. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut que nous réfléchissions. En 30 secondes, chacun vos conclusions, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Prolonge pour l'Église catholique ce que disait Georges Fenech, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des gens qui s'occupent des sectes, mais ce qu'il faut, c'est qu'elles se renouvellent. C'est-à-dire qu'un groupe, il vit de deux manières, en gardant sa consistance, mais en étant aussi capable d'échanger avec le monde environnant. Donc il faut qu'elle garde cette attitude difficile. Mais qu'elle ne se replie pas sur elle-même. À la limite, il faut pas qu'elle devienne une secte aussi pour lutter contre les sectes, quoi. Moi, j'ai reçu un coup de téléphone d'un prêtre qui m'a dit « Mais si l'Église redonnait des principes, il n'y aurait plus de secte. » Ben non, mais c'est peut-être pas ça non plus. Votre conclusion, même. Simplement, en 2 mots de conclusion, je crois que ce qui anime ce travail, c'est que derrière tous ces phénomènes, il y a quand même des êtres humains, et que des êtres humains qui sont atteints dans leur dignité, et je pense qu'au nom des principes qui nous animent, des principes laïques, républicains, l'État et le monde associatif aussi, qui donc fait un peu fonction de délégation de services publics sur ce sujet, doit se donner les moyens de pouvoir les accompagner au mieux pour le respect justement des droits de l'homme. Écoutez, merci infiniment à tous les trois d'être venus participer à cette émission. À vous, public, n'hésitez pas à réagir, à nous faire part de toutes vos réactions, comme tous les jours, sur notre site internet www.ktotv.com. Nous avons reçu donc des milliers de mails là, ces dernières semaines, pour vous répondre à chacun, mais sachez que dans l'esprit, nous sommes vraiment à vos côtés, et puis nous les transmettrons ces mails aux différents intéressés. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.